Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue chez vous. Les titres. Nous parlerons dans ce journal d'une décision du Conseil des ministres concernant la gratuité de l'école pour les filles. Dès la prochaine rentrée scolaire, les frais de scolarité dans les collèges publics seront entièrement pris en charge par l'État. Les violences obstétricales demeurent une réalité souvent méconnue, mais aux lourdes conséquences pour les femmes. Afin de mieux comprendre ce phénomène et d'identifier les pistes d'action, l'Institut national de la femme a organisé à Cotonou un atelier préparatoire sur la santé des femmes africaines. Et sur le plan international au Kenya, les forces de l'ordre empêchent une marche de protestation contre les violences policières. Au Zimbabwe, le président promulgue une réforme constitutionnelle qui prolonge son mandat de 2 ans. Et en France, la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen a été condamnée à 15 mois d'inéligibilité dans une affaire liée au détournement de fonds. À la une de ce journal, séance de travail au cabinet du président de la Cour constitutionnelle au Bénin, en prélude au 8e congrès de l'UEMOA, prévu les 21 et 22 octobre 2026. Une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a été reçue ce mardi par Dorothée Sosa. Suivant. Ce congrès va réunir les 8 pays de l'UEMOA, auxquels nous avons souhaité ajouter les pays de l'OHADA. Donc les 17 pays. Et nous avons pensé à ce titre qu'il faut informer toutes les autorités et toutes les présidents des institutions. Et la particularité du président de la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir été un des nôtres. Dans ses expériences récentes, il a été le secrétaire permanent de l'OHADA, poste qu'il a occupé pendant 9 ans. Et pendant cet exercice, nous avons travaillé suffisamment avec lui sur le fonctionnement de notre... Et beaucoup de tests d'ailleurs ont été pris en faveur de notre profession. Donc nous avons besoin de ces expériences et c'est cela qui fait donc l'objet de notre présence dans ces murs aujourd'hui. L'autre mesure du gouvernement qui plaît aux populations, c'est celle relative aux primes aux agriculteurs. Le ministre porte-parole du gouvernement apporte des précisions sur ceux qui sont concernés. C'est 2 catégories que nous avons faites. D'abord, le coton. Et ensuite, ensemble, le riz, le soja, le cajou. Absolument. Pour les cotonculteurs, nous avons dit que pour une production nationale d'au moins 700 000 tonnes, en dehors du prix d'achat du coton homologué qui aura déjà été payé, les cotonculteurs gagneront 10 francs par kilogramme produit. La mesure, c'est intéressant que nous avions une approche et bon nombre de nos cotonculteurs comprenaient également de cette façon que, comme nous avions déjà fait au moins 700 000 tonnes de coton sur plusieurs saisons, donc ce n'est pas un objectif inatteignable. Donc nous considérions que si on fait 1 million de tonnes demain, les 300 000 tonnes qu'il y a en plus seront impactées. Mais le président Ouaddaï a dit non, c'est toute la production qui bénéficie de la mesure. De sorte que si nous faisons 700 000 tonnes, en dehors du prix qui aura déjà été payé, 10 francs par kilogramme, soit tantôt 7 milliards de francs CFA supplémentaires iraient dans les poches de nos cotonculteurs. Si nous faisons 1 million de tonnes, donc c'est 10 milliards de francs CFA supplémentaires qui iraient dans les poches de nos cotonculteurs. C'est ça le sens de la mesure. Et par rapport au cajou, au riz et au soja, là nous avons visé les quantités livrées aux usines en tenant compte de leur capacité de transformation installée au moment où la décision a été prise. Ce qui veut dire que pour la campagne agricole 2026-2027, s'agissant du cajou, si les usines ont reçu 200 000 tonnes de cajou, la prime exceptionnelle s'applique au profit de ceux qui ont livré le cajou. Si elles ont reçu, s'agissant du soja, les 450 000 tonnes. Produit, vous voulez dire, produit le cajou. Non, là, ce n'est pas la production qui est visée. Ah, d'accord. C'est les quantités livrées aux usines. Parce que nous sommes déjà, c'est ça la différence avec le coton. S'agissant du cajou, oui. On est peut-être aujourd'hui autour de 350 000 tonnes. Mais les usines ont en capacité de transformation installée pour 200 000 tonnes.
Donc, si sur les 300 et quelques mille ou 400 et quelques mille tonnes de cajou que nous produisons collectivement, les 200 000 tonnes ont été livrées aux usines, il y a la prime qui s'applique pour les 200 000 tonnes. Le soja, nous sommes déjà aujourd'hui dans les 600 000 tonnes, mais les capacités de transformation des usines installées, c'est 450 000 tonnes. Donc, si sur l'ensemble de la production, les usines ont reçu les 450 000 tonnes, la prime s'applique pour les 450 000 tonnes. Nous avons déjà une production nationale de riz qui dépasse les 500-600 000 tonnes. Donc là aussi, lorsque les usines ont reçu 350 000 tonnes de riz pour tenir compte de la campagne visée, la prime s'applique également. Intéressons-nous à présent à un secteur qui concerne chacun d'entre nous, les assurances. Souscrire à une assurance, est-ce une nécessité ou une dépense de trop ? Pour beaucoup, les avis restent partagés. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens pour recueillir leurs perceptions. Regardons. En grandissant, on constate que le malheur, c'est pas seulement aux autres, ça arrive. On a eu de très proches qui ont été frappés du jour au lendemain de la mort ou des maladies qui les ont rendus invalides. Donc on s'est dit, mais si c'était nous, il faut que je pense aux enfants. Donc pour moi, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai fait une expérience par le passé. Et bon, j'ai retrouvé quand même mes sous. J'avais fait pour un certain nombre d'années. Mon mari aussi l'a fait. Et au terme, on n'a pas été déçus. En Afrique et en particulier au Bénin, nous n'avons pas la culture d'assurance. Parce que l'Africain achète. Il est habitué à faire une tontine. Et puis les quelques assurances que nous faisons obligatoirement, c'est les assurances que la loi exige, telles que automobile. Quand vous achetez une voiture, cette voiture constitue un danger pour les usagers. Donc on vous oblige à vous assurer. Donc le contrat que nous rencontrons plus, c'est auto. Sans l'assurance, je pense qu'il aura beaucoup de dégâts. Et c'est l'assurance qui supporte les dégâts. Quand il y a un dégât, quand il y a des accidents qui sont mortels. Il y a des maisons qui brûlent. Quand les maisons brûlent, tu sais, quand ta maison est assurée, je pense que c'est très bien. Même en véhicule. Quand vous prenez un artisan qui est en train de travailler aujourd'hui, c'est parce qu'il a de l'énergie qui va, il revient. Il arrivera où la force physique va le quitter, la retraite va s'imposer à lui, et puis il va voir ses revenus chuter. Mais s'il n'a pas pris le minimum de disposition pour la retraite, il ne pourra pas faire face à ça. Et quand vous avez votre bien, il faut l'assurer. Parce que le bien que vous avez, vous n'avez pas envie de le voir partir, soit grâce à un incendie, ou un vol, ou un dégât des eaux. Donc toutes ces choses que vous voulez éviter, vous pouvez prendre des mesures avec les assureurs aujourd'hui pour les assurer, pour éviter, lorsque ça va arriver, que vous puissiez avoir le soutien de l'assurance. Donc ça, l'assurance est au carrefour de tout. Justement, nous parlons donc d'assurance et Cotonou accueille depuis lundi les États généraux de l'assurance pour tous. Nous recevons ce soir, dans ce 20h, le président de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines, M. Mamadou Koné, qui est l'une des figures de référence du secteur de l'assurance en Afrique. Monsieur Mamadou Koné, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous venez d'entendre ces témoignages, mais que se passe-t-il réellement avec les assurances? Est-ce un problème de confiance, selon vous? Alors, je ne dirais pas que c'est un problème de confiance, dans la mesure où la confiance elle-même elle fait partie de l'opération d'assurance. Vous savez, quand vous souscrivez à votre opération d'assurance, vous payez la prime et puis par la suite, on dit que le sinistre viendra après. Et le sinistre sera payé s'il survient. Alors, donc, du coup, forcément, la confiance fait déjà partie de la construction de l'opération d'assurance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'assurance. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a eu certainement des cas malheureux pour lesquels, effectivement, il y a pu y avoir des incompréhensions sur la prise en charge des sinistres, ou bien des sinistres qui n'ont carrément pu être payés par les assureurs. Ces cas-là ont pu accentuer cette question de confiance-là, qui est une question qui est centrale à l'opération d'assurance et une question sur laquelle aussi, nous, compagnies d'assurance, nous, industrie des assurances, nous voudrons travailler et véritablement prendre la question au plus haut niveau et trouver des solutions. D'accord. Les États généraux se veulent inclusifs. Mais comment parler d'assurance pour tous quand une grande partie de la population ne fait pas confiance aux assurances?
Mais justement, c'est ça l'objet des États généraux. Et si vous vous souvenez bien, le premier atelier, l'atelier de haut niveau qui a été ouvert, c'était de donner la parole aux usagers. Donner la parole aux usagers, c'est de leur dire finalement ce que ces usagers pensent du secteur des assurances, ce que ces usagers pensent de l'opération d'assurance ou même de leur expérience avec les compagnies d'assurance. Nous avons été assez édifiés par rapport à ça, puisqu'il y a eu quand même assez de plaintes, il y a eu assez de récriminations, mais nous avons pensé aussi que ces récriminations, ces plaintes nous permettent d'ouvrir les chantiers profonds pour que la confiance puisse se rétablir et que les compagnies d'assurance puissent délivrer les solutions les plus efficaces aux populations qui en ont besoin. L'autre élément qui est dedans, c'est la question de l'inclusivité. Nous savons qu'en termes de la taille de nos marchés d'assurance, nous sommes largement en deçà des potentialités que ces marchés représentent. Pourquoi ? Parce que nous avons encore des pans entiers de nos populations qui ne sont pas assurées pour diverses raisons. Déjà, peut-être pour cette question de confiance, pour l'absence d'offres adaptées. Et c'est tous ces sujets-là que nous avons décidé de mettre en atelier, de mettre en laboratoire pour trouver des solutions efficaces qui marchent cette fois-ci. Voilà. D'accord. Et malgré justement les accidents, les maladies ou les catastrophes, nous remarquons que certains Africains ne sont pas assurés. Justement, certains Africains ne sont pas assurés pour diverses raisons. D'abord, il y a la question culturelle, il y a la question d'éducation financière. Et c'est autant de questions qui font partie des chantiers que nous allons ouvrir ici à Cotonou. C'est-à-dire comment nous, compagnies d'assurance, nous nous engageons sur la question de l'éducation, de la sensibilité par rapport à l'assurance, mais comment nous faisons en sorte que nous-mêmes aussi, nous puissions générer aussi la confiance dont certaines populations ont besoin aussi pour s'assurer. Et donc c'est tout ça qui vont nous permettre effectivement d'aller vers les cibles qui ne sont pas assurées aujourd'hui et de trouver les solutions les plus appropriées pour la couverture de leurs risques. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de faire en sorte qu'aucun Africain ne puisse rester sans couverture, sans filet de secours quand le malheur survient. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en avant dans le cadre de nos réflexions, c'est de dire quel est notre engagement et quelle est notre mission et quelle est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'aller vers ces populations-là et leur apporter, avec des primes qui soient abordables, qui soient adaptées à leurs revenus, leur apporter les solutions les plus efficaces en matière de couverture des risques. Ces états généraux donc, vont régler tous les problèmes que les populations rencontrent avec les assurances ? Alors, on ne peut pas dire que les États généraux vont régler tous les problèmes, mais dans tous les cas de figure, les États généraux ont pour vocation de créer un bond significatif dans la qualité des services des compagnies d'assurance et surtout dans la simplification des offres que ces compagnies d'assurance sont censées mettre à la disposition des populations. Et je peux vous dire que de ce point de vue-là, on va noter, après les États généraux et vu les mécanismes de suivi des décisions que nous allons prendre, engageant l'ensemble de l'industrie, les compagnies d'assurance, les intermédiaires en assurance et les réassureurs, vu le mécanisme de suivi que nous mettrons en place, nous sommes confiants que les populations africaines peuvent espérer de meilleurs indicateurs, de meilleures qualités de services en ce qui concerne les compagnies d'assurance après ces États généraux. Alors, pourquoi le Bénin a été choisi pour ces États généraux pour finir ? Alors, le Bénin a été choisi pour ces États généraux, d'abord pour son dynamisme économique et puis pour toutes les réformes qui ont été faites ici au Bénin en matière sociale, en matière de digitalisation. Nous avons pensé que le Bénin représentait un cadre de réflexion approprié pour l'ensemble des assureurs africains pour venir mettre sur papier ce que nous appelons le pacte panafricain de l'assurance inclusive, dans lequel va être regroupé l'ensemble des engagements de l'industrie et puis les prérequis que l'industrie est censée attendre, en tout cas en termes de réformes fiscales, réformes réglementaires, pour que les solutions pour lesquelles nous avons pris des engagements en termes de produits accessibles, en termes de produits qui répondent au pouvoir d'achat des ménages, mais aussi en termes d'accélération de la cadence des règlements des sinistres. Un sinistre qui survient, il doit être payé, il ne doit pas avoir de discussion. Donc toutes ces réformes-là aussi ont besoin d'un certain nombre de prérequis, je dirais, de dispositions fiscales qui vont permettre à ces réformes de bien s'implémenter et de bien s'appliquer. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, avec ces pactes qui vont être certainement adoptés demain, le secteur, la population peuvent s'attendre à des meilleurs lendemains en ce qui concerne la qualité des services des compagnies d'assurance. Nous l'espérons. Monsieur Mamadou Koné, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Nous poursuivons donc avec l'actualité. Après cet échange, retour au développement et à l'actualité nationale. Cotonou donc accueille depuis ce matin une école d'été consacrée aux méthodologies du développement. Ce rendez-vous réunit décideurs publics, universitaires, experts des politiques de développement ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif étant d'examiner les différentes politiques mises en œuvre au Bénin pour donc la vision Bénin à la FIA 2060. Suivons ensemble. Au cœur de cette école d'été trône la question de l'évaluation des politiques publiques de développement. Après Abidjan,
Rabat et Dakar, la thématique réunit à Cotonou des experts venus de différents horizons. C'est l'occasion pour le Bénin de mettre le curseur sur la nouvelle boussole de développement dont s'est doté le pays, la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Dans un contexte où les ressources publiques demeurent limitées et où les attentes des citoyens sont toujours plus fortes, nos décisions doivent être guidées par la connaissance, l'expérimentation et l'évidence scientifique plutôt que par l'intuition ou les habitudes. L'évaluation n'est plus une étape secondaire intervenant à la fin des programmes, elle devient un outil permanent d'aide à la décision au service de la performance publique. Les méthodologies qui seront abordées constituent des outils essentiels pour évaluer les impacts des interventions, améliorer leur efficacité et renforcer leur impact au service du développement. Cette école d'été, consacrée aux méthodologies de développement, en est à sa 6e édition. Il s'agit d'une initiative coportée par le réseau GIPAL et l'Agence française de développement qui héberge le Fonds d'innovation pour le développement. Le réseau GIPAL, laboratoire d'action contre la pauvreté, réunit maintenant plus de 1100 chercheurs dans le monde entier qui ont mené plus de 2000 évaluations d'impact randomisées permettant d'améliorer de manière concrète la prise de décisions publiques et décisions politiques et en bout de chaîne la vie de centaines de millions de personnes. Cette école d'été intervient à un moment particulièrement pertinent. Le Bénin porte une vision ambitieuse de son développement, notamment à travers la vision 2060 à l'AFIA. Pour contribuer à cette ambition, il faut des politiques publiques, solides, documentées, évaluées et capables de s'adapter aux réalités du terrain. Passer d'une ambition de développement à une action publique efficace, durable et mesurable. L'approche est ici partagée pour des impacts d'envergure. Une mesure gouvernementale qui suscite de nombreuses interrogations. Nous en parlons à présent. La gratuité de l'école pour les filles. Son application est-elle immédiate? À partir de quand cette décision entre-t-elle réellement en vigueur? Les précisions dans ce reportage. Affirmatif. Ça fait 1 mois que la décision a été prise. Le ministre de l'enseignement secondaire et ses équipes, je le sais, sont à pied d'œuvre pour que la mesure soit effectivement appliquée à la rentrée de septembre 2026 afin qu'il ne soit exigé d'aucune fille, d'aucun parent de filles scolarisées dans nos écoles publiques et notamment au secondaire, second cycle désormais, une quelconque scolarité. S'il y a des frais, ça doit pouvoir être les autres frais annexes qui sont habituels, mais pas de frais de scolarité exigés pour admettre les filles à l'école. L'État jouera pleinement sa partition, aux côtés par ailleurs des communes qui ont également une responsabilité. Et depuis que la mesure est prise, je sais qu'il y a des communes également qui ont commencé à regarder en prospective qu'est-ce qu'il va falloir faire ici. Tout à fait, ici ou là, nous assumerons notre part de responsabilité et je ne doute pas que les communautés territoriales feront également leur part du job. Et justement, sur cette question, la politique de promotion de l'éducation des filles au Bénin franchit une nouvelle étape. Dès la prochaine rentrée scolaire, les frais de scolarité des filles dans les collèges publics seront entièrement pris en charge par l'État, comme nous l'annoncions. Une décision gouvernementale qui réjouit plus d'un. Quel changement peut-elle apporter? Réponse dans ce reportage de Pedro Minsang-Bewa. Dans le domaine de l'éducation, la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. C'est une décision qui s'ajoute à la batterie de mesures en faveur du maintien des filles à l'école au Bénin. C'est une bonne chose que le gouvernement prenne cette décision parce que pour la plupart des filles qui n'ont pas la chance comme moi d'aller à l'école, ça leur permettrait de devenir des personnes intellectuelles, des diplômés. Il y a certains parents qui, comme ils n'ont pas les moyens, ils leur disent de rester à la maison. Mais avec l'initiative que le gouvernement a prise de rendre l'école gratuite, ça pourrait empêcher ce genre de problème.
Cette décision est très importante parce que ça pourra montrer aux parents que l'éducation des filles est autant importante que celle des garçons et que les filles aussi peuvent changer le monde à travers des actions si elles partent à l'école. Les responsables d'établissement y voient un levier supplémentaire contre les abandons scolaires. Nous avons de façon répétée ces cas-là dans nos collèges. Il n'y a pas de collège au Bénin qui va dire qu'il ne vit pas ces cas-là. C'est monnaie courante. Les filles au second cycle, et la plupart n'ont pas les moyens. Ou bien on les renvoie à une reprise avant qu'elles ne finissent par payer. Peut-être tard. Alors que ce qui est fait maintenant, c'est pour les soulager. Ça les soulage, ça les permettra en début d'année de commencer les cours, même jusqu'en fin d'année. Quand les filles n'étaient pas exonérées au premier cycle, il y avait plus de garçons que de filles. Et comme la division s'est arrêtée en troisième, au second cycle, il y a plus de garçons que de filles. Les associations de parents d'élèves saluent également cette décision. Les parents ont des raisons de s'en frotter les mains. La mesure n'éloigne pas les parents de leurs responsabilités, elle vient lever un obstacle financier. Dans les coins reculés, le phénomène persiste toujours, on ne les envoie carrément pas. Il faut une bonne dose de sensibilisation des parents pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Avant d'être citoyens de la nation, les enfants sont pour les parents. Elles ont été longtemps laissées pour compte. Disons que c'est une manière de régler ce vide qu'il y avait. Dans un tout autre registre, celui de la santé, les violences obstétricales demeurent une réalité souvent méconnue, mais aux lourdes conséquences pour les femmes. Afin de mieux comprendre ce phénomène et d'identifier les pistes d'action, l'Institut national de la femme a organisé à Cotonou un atelier préparatoire sur la santé des femmes africaines. Plus de détails dans ce reportage signé Saint-Tiche Quimpon et Élisée Desbeglots. Donner la vie devrait être un moment de joie, jamais une épreuve de violence. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'une femme sur 3 déclare avoir subi une forme de maltraitance lors de son accouchement dans un établissement de santé. Cris, humiliation, soins sans consentement ou négligence. Des réalités qui interrogent la qualité des soins et le respect de la dignité des femmes. Pour contribuer à faire évoluer les pratiques et nourrir la réflexion sur la santé des femmes africaines, l'Institut national de la femme réunit à Cotonou chercheurs, professionnels de santé et acteurs engagés autour d'un atelier préparatoire consacré aux violences obstétricales. Nous avons le devoir d'impulser une évolution législative et doctrinale qui permettrait d'avoir ou d'intégrer les violences commises à l'occasion des actes gynécologiques et obstétricaux dans le rang des violences faites aux femmes et aux filles. Nous croyons fermement que l'exercice de la profession médicale a besoin de sérénité, de sécurité, tout en s'obligeant au respect du refus lorsqu'aucune urgence vitale ne justifie de passer outre. Durant plusieurs heures, les participants confrontent leurs expériences, partagent les résultats de leurs recherches et proposent des pistes d'amélioration pour garantir une prise en charge plus humaine, plus respectueuse et plus digne des femmes dans les structures sanitaires. Si l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dénonce ces traitements irrespectueux et abusifs, et elle appelle à les prévenir et à les éliminer dans le monde entier. La Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, la FIGO, se positionne sur ce qu'elle appelle l'épidémie mondiale de maltraitance et de manque de respect au cours des accouchements. Et elle appelle à une union des forces. C'est suite à cette journée d'études que j'ai proposé de nous unir pour créer un espace de dialogue et de discussion autour de cette question. Cet atelier se tient en prélude au Congrès international sur la santé des femmes africaines, le CISFA, qui commence du 8 au 10 juillet au Palais des Congrès. Parce qu'une maternité sécurisée ne se résume pas à des soins de qualité. Elle passe aussi par le respect, l'écoute, la bienveillance et la dignité de chaque femme.
Changer son alimentation pour améliorer son bien-être et dans certains cas, retrouver un poids plus adapté séduit un nombre croissant de personnes. Que recouvre réellement le rééquilibrage alimentaire et en quoi se distingue-t-il des régimes? Réponse dans ce reportage de Christelle Tongodo et Lauriel Souba. Je suis passée de 120 kg à 96 kg en mangeant équilibré. Le chiffre interpelle. 120 kg, puis 96. Une transformation que cette dame attribue, non pas à un régime strict, mais à un rééquilibrage alimentaire. 100 g de protéines, dont dans les protéines on a viande, poisson, œufs, tofu. 100 g de féculents. Les féculents, c'est le riz, les pâtes complètes, quinoa, macabo, plantain, ce que vous voulez. Et puis on a 200 g de légumes. Et idéalement, au niveau des légumes, il faudrait prendre 100 g de crudités et 100 g de légumes cuits. Le rééquilibrage alimentaire ne consiste pas à se priver. Selon les spécialistes, il s'appuie avant tout sur l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires sans exclusion systématique d'aliments ni restrictions excessives. Le rééquilibrage alimentaire est une approche qui permet d'adopter de meilleures habitudes alimentaires adaptées aux besoins de l'individu sans notion de restriction, d'interdit alimentaire ou bien même de privation. Manger équilibré, poursuit le nutritionniste, repose sur un principe simple. Varier les aliments, adapter les quantités et veiller à leur bonne répartition dans l'assiette. Est-ce que dans notre journal alimentaire, nous obtenons les 5 portions de fruits et de légumes? Autre chose également, est-ce que nous respectons les heures de repas? Parce que dans le journal qu'on a eu à faire, il faut nécessairement écrire les heures, chaque heure à laquelle on mange, chaque repas, et ainsi les quantités. Le rééquilibrage alimentaire vise surtout à installer des habitudes que l'on peut conserver au quotidien. Une approche qui favorise des changements durables au service de la santé. Et le rééquilibrage permettra d'éviter ou bien de réduire au maximum les facteurs de risque liés aux maladies chroniques. Ces maladies chroniques, on cite beaucoup plus le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le surpoids également. Trouver un meilleur équilibre dans son assiette, c'est aussi investir dans sa santé. Une démarche progressive qui mise sur des habitudes durables plutôt que sur des résultats rapides. À présent, nous passons à la page internationale de ce journal avec Saint-Tiche Quimpon. Les forces de l'ordre kenyanes ont embarqué plusieurs personnes parvenues à se rassembler dans le centre de Nairobi, malgré l'interdiction d'une marche, notamment contre les violences policières, ainsi que contre les promesses non tenues du président William Ruto. Ce 7 juillet, date traditionnelle de cortège commémorant l'anniversaire de manifestations pro-démocratie en 1990. Le président du Zimbabwe a promulgué ce mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030. Signée, scellée et promulguée, c'est désormais la loi, a déclaré sur X le haut responsable du ministère de l'Information dans un message relayant cet acte juridique qui supprime par ailleurs l'élection présidentielle au suffrage direct. Une loi qui suscite de vives critiques de la part de l'opposition. En France, éligible mais sous bracelet, la justice a ouvert la voie à une possible 4e candidature à la présidentielle de Marine Le Pen, en particulier sa peine d'inéligibilité à seulement 15 mois ferme, déjà purgée. Mais la dirigeante d'extrême droite devrait faire une partie de sa campagne sous bracelet électronique si elle se lance malgré cette condamnation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À la suite de ce journal, retrouvez le magazine Escapar qui nous emmène à la rencontre de Marius Dansou, un artiste plasticien. À 21h, le documentaire à la recherche de la jeunesse perdue. À 22h, un autre documentaire, Tous des moutons. À 23h, un dernier documentaire, Le bonheur est dans l'assiette. Et enfin, à 23h30, votre journal télévisé du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.